Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo d'histologie qui est la deuxième partie sur l'histologie du sein. La première partie, c'était une vidéo dans laquelle on a traité le sujet du complexe aréole-mamelon qui est déjà disponible sur la chaîne. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Maintenant, on va aborder surtout la partie du sein qui est responsable de la production de lait, qui sont les unités ductolobulaires terminales. Et pour rappel macroscopiquement, le sein, comme on a déjà vu, et sur le même schéma qu'on a utilisé pour l'ancienne vidéo, on a dit que le sein c'était une formation cutanée qui était revêtue par un tissu cutané, et puis sur cette coupe schématique on peut voir les unités fonctionnelles qui sont en fait les lobules. C'est mieux représenté sur l'image à droite, ce qu'on voit ici, donc tout ça c'est les lobules du sein, qui sont les unités fonctionnelles. Alors ces lobules, on peut les appeler aussi les unités ductolobulaires terminales. Et comme on voit, chaque lobule il est connecté à un système de drainage qui est appelé en fait le canal terminal. Donc ces canaux terminaux vont par la suite s'anastomoser entre eux et donner des canaux galactophores en fait qui sont de taille progressivement augmentée. Ça, c'est une vue du lobule mammaire. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un lobule. Là aussi, c'est un autre lobule. Et on voit que c'est formé par plusieurs lumières. C'est exactement ce qu'on va voir sur une coupe histologique d'un tissu réel. Et puis, ces lumières, ça correspond en fait à ces fameuses unités ductolobulaires terminales qui vont baigner dans un tissu conjonctif, ce qu'on voit ici en rose clair, qu'on appelle le tissu paléal. Donc c'est le tissu conjonctif en fait qu'on trouve à l'intérieur du lobule, donc on va appeler tout simplement aussi le tissu conjonctif intralobulaire. Puis tout autour, on a un tissu conjonctif qui est totalement différent, c'est un tissu conjonctif qui est un peu dense en fibres, qu'on appellera le tissu conjonctif interlobulaire. Puis comme on voit, chaque lobule, là ou là aussi, ça s'est connecté à un système de canalaire en fait de drainage du produit de sécrétion qui est le lait. C'est ce qu'on appelle le canal terminal qui va s'anastomoser avec d'autres du même type pour donner des canaux qui sont de taille qui augmente progressivement. Donc je passerai maintenant à l'étude du sein sur lame virtuelle. Je commencerai par cette lame. Comme vous voyez, c'est un prélèvement d'un tissu mammaire qui a été coloré par la coloration trichrome bleu. Je peux le savoir parce qu'on a un tissu conjonctif qui est coloré en bleu. Et puis je vois des structures qui sont bien limitées, un peu ovalaires. Tout ça, ça correspond aux lobules mammaires ou bien aux unités ductolobulaires terminales. Donc on voit aussi une abondance de tissu graisseux. Toutes les parties lobulaires qui sont faites de ce tissu qui est un peu clair, c'est du tissu adipeux. La glande mammaire, elle est riche en tissu adipeux et c'est en fait la quantité du tissu adipeux qui détermine le volume total du sein et pas les unités sécrétantes. Donc on va agrandir un peu sur un joli lobule, sur une jolie unité ductolobulaire terminale comme celle-là. Donc on voit qu'on a par exemple ici une unité ductolobulaire terminale, donc avec cette forme très bien limitée en périphérie et qui a cette forme ovalaire avec une différence de densité ou bien de teinte qu'on trouve au niveau du tissu conjonctif. Parce que au sein de ce lobule, le tissu conjonctif il est lâche. Ça veut dire quoi lâche? Tout simplement un tissu conjonctif qui contient les trois éléments à quantité égale. Ça veut dire le tissu collagénique, la matrice extracellulaire qui est représentée par ces espaces en fait un peu blancs, un peu clairs entre les fibres de collagène et puis les éléments cellulaires. À l'inverse de ceci, ça veut dire le tissu paléal, on a à l'extérieur un tissu conjonctif qui est extralobulaire ou bien interlobulaire qui est en fait dense en fibres. Donc on voit cette disposition de fibres de collagène qui est faite en faisceau épais relativement, avec un peu de matrice extracellulaire, et puis les éléments cellulaires ils sont aussi diminués en nombre, représentés essentiellement par des fibroblastes. Donc là, pour les éléments cellulaires au niveau du tissu paléal, c'est mélangé. En fait, c'est un mélange entre des fibroblastes, les cellules allongées comme ce qu'on est en train de voir ici, comme ce qu'on voit là aussi. Donc ils font montrer essentiellement leur noyau avec une toute petite quantité de cytoplasme effilé de part et d'autre du noyau. On a
aussi à observer des éléments inflammatoires qui sont importants aussi dans le fonctionnement du sein, un type de lymphocytes comme cette cellule au noyau hyperchromatique. On a des granulocytes aussi comme ce PNE, qui doivent être rares d'ailleurs au niveau du sein. Et puis on a à observer également des plasmocytes. La cellule qu'on voit ici, c'est un plasmocyte avec un noyau excentré et puis tout le reste qui va être occupé par le cytoplasme. Les plasmocytes, ils sont impliqués dans le sein dans la production d'anticorps qui vont en fait traverser l'épithélium qu'on trouve au niveau des unités ductolobulaires terminales et puis acheminer au niveau de la lumière, et donc ils vont être excrétés par la suite au niveau du lait, et donc pour assurer une fonction immunitaire chez le nouveau-né et le nourrisson. Ça, c'est un plasmocyte, comme je disais. Donc là, c'est un autre exemple. Un autre exemple, ils sont parfois assez abondants au niveau du tissu pallial. Alors passons maintenant aux éléments les plus importants au niveau du sein, et qui ont surtout une implication en pathologie mammaire, c'est les unités ductolobulaires elles-mêmes. Et comme on voit aussi ici, on a des structures qui sont tubulaires. Voilà, donc avec la lumière au centre. La lumière, elle est pas trop visible sur cet exemple parce que c'est un cas de sein qui est au repos, c'est-à-dire en dehors de la période de lactation. Donc la lumière, elle doit être petite, de petite taille, et puis on a un revêtement. Alors ce revêtement, il est bistratifié. On a deux types de cellules. Donc on voit ici la présence de cellules qui sont à proximité de la lumière qui est à ce niveau. Donc une première couche, ce sont des cellules qui sont cylindriques, et on a une deuxième couche qui est externe, qui sont les cellules myoépithéliales, qu'on peut déterminer par cet aspect clair un peu de cytoplasme avec le noyau aussi niveau. Là aussi c'est la même chose, là aussi c'est la même chose, avec le noyau de la cellule myoépithéliale et puis le cytoplasme qui est clair tout autour, là aussi la même chose, là aussi la même chose. Donc on voit ces exemples, et en fait la présence de cellules myoépithéliales, elle est importante, vu que concernant la fonction, ça va assurer la propulsion du contenu de ces unités ductolobulaires, c'est-à-dire l'excrétion du lait, et d'autre part, ça a une implication dans la pathologie mammaire. Alors, quand on a une couche myoépithéliale, c'est une pathologie qui est bénigne, mais quand on n'a plus cette conservation de couche myoépithéliale, c'est plutôt une pathologie qui est maligne. Alors l'architecture de ces unités ductolobulaires, ça rappelle fortement l'aspect qu'on a vu sur les glandes sudoripares de type écrine. Je vous invite de regarder et de comparer cet aspect à celui des glandes sudoripares de type écrine sur la vidéo des annexes cutanées si ce n'est pas encore fait. Et donc on disait que ces unités ductolobulaires, ça synthétisait en fait le lait, parce que les cellules luminales qu'on trouve à proximité de la lumière, c'est les cellules qui vont produire ce lait, et après il va cheminer dans un système de transport, d'acheminement par les canaux. Donc ça, c'est un aspect de canal terminal, donc qui va drainer toutes les unités ductolobulaires qu'on trouve à ce niveau. Alors ce canal, il draine ce lobule, voilà, et puis ces deux, ils vont fusionner entre eux pour former un seul canal qui est de plus grande taille. Donc c'était en gros pour cette lame les éléments importants à identifier au niveau d'un tissu mammaire. Je passe maintenant à un autre prélèvement. C'est toujours un prélèvement du sein en période de repos, c'est-à-dire en dehors de la lactation, mais avec une coloration qui est différente. Alors vous voyez que ici les fibres de collagène, elles ont pris une teinte un peu orange, un peu jaunâtre. C'est à cause du safran. Donc ici on peut dire avec certitude qu'on a utilisé la coloration HES. Et voilà, donc toujours les mêmes architectures conservées, donc on voit des lobules qui sont bien imités, avec une différence entre le tissu conjonctif pallial, qu'on trouve ici donc avec ce caractère lâche, et puis tout autour on a un tissu conjonctif interlobulaire, ça veut dire entre les lobes qui est dense en fibres, pauvre en cellules, et là c'est plutôt riche en cellules avec une abondance de fibroblastes, mais aussi de cellules inflammatoires. Et puis si on agrandit, donc ici un exemple plasmocyte, et puis si on agrandit, on va trouver que ces tubes ils sont tapissés par deux cellules toujours, donc des cellules luminales qui vont sécréter, c'est des cellules cylindriques, et puis tout autour on a des cellules myoépithéliales caractérisées par cet aspect clair en périphérie. Donc je passe maintenant à une autre lame. C'était un cas de prélèvement pour une pathologie mammaire. C'était un cas de carcinome. Donc le carcinome, c'est là son siège. C'était un cas de carcinome adénosquameux au niveau du sein. Mais je vous montre cette lame parce que c'est un cas sur lequel on a utilisé une étude immunohistochimique. Alors parlons maintenant des marqueurs ou bien des molécules qui sont exprimées par les cellules qu'on trouve au niveau des lobules mammaires. Donc là, c'est un exemple d'un lobule mammaire
qui est plus ou moins normale, donc avec ici les limites du lobule. Donc on a les structures tubulaires au centre, et puis on voit ces différences de nature du tissu conjonctif au niveau paléal, avec ce caractère lâche, et puis comparez-le avec ce tissu dense en fibres de collagène qu'on trouve en interlobulaire. Et là, si on observe bien, donc même si on a utilisé une coloration HE, parce que ici on n'a pas ajouté le safran, puisque je vois que les fibres de collagène sont colorées en rose, elles sont éosinophiles, je peux, même si on n'a pas utilisé une coloration trichrome ou HES, voir l'aspect de cellules myoépithéliales qui sont ces cellules situées en périphérie. Donc là, c'est des cellules épithéliales luminales, avec l'aspect cylindrique, les noyaux qui sont un peu allongés, de forme ovalaire, qui sont qui ne présentent pas d'atypie, donc qui sont tous similaires. Et puis en périphérie, on a l'aspect clair du cytoplasme des cellules myoépithéliales. Donc là aussi la même chose. Donc tout ça, c'est des cellules cylindriques, des cellules luminales. Et là, c'est une liste de cellules myoépithéliales. Et puis tout autour, on a une lame basale, d'accord, donc qui va être située ou bien qui va tapisser la partie externe, si on veut dire, des cellules myoépithéliales. Là aussi, on avait la chance d'observer la lame basale. On pourra plus facilement mettre en évidence cette lame basale en utilisant par exemple un anticorps anti-collagène type 4 qu'on trouve au niveau de la membrane basale qui va marquer cette lame basale ici, mais dans cet exemple c'est évident même en coloration standard. Les cellules luminales, elles expriment des cytokératines. Cytokératines, c'est des molécules, c'est des filaments en fait intermédiaires qu'on trouve au niveau du cytoplasme dans la totalité des cellules épithéliales. Et pour les cellules luminales du sein, elles expriment les cytokératines de bas poids moléculaire, notamment la cytokératine 7. Alors ça, c'est un exemple du même prélèvement sur lequel on a utilisé la cytokératine 7. Je reviens vers notre structure ductolobulaire terminale et je vois très bien que les cellules luminales, ça veut dire les cellules qui se trouvent à proximité de la lumière qui sont ici, elles ont pris ce marquage brun ou marron au niveau de leur cytoplasme. Ça veut dire que ces cellules qui sont, ou bien elles ont en fait de la cytokératine 7 à l'intérieur de leur cytoplasme, tout en gardant des noyaux. Ce qu'on voit ici en bleu, c'est des noyaux qui sont négatifs. Ça veut dire que les noyaux ne contiennent pas de la cytokératine 7, chose qui est tout à fait normale. Alors en périphérie, on peut voir un aspect d'indentation un peu des cellules épithéliales. Alors tout l'espace bleu, ça veut dire négatif qu'on trouve en périphérie, c'est en fait les cellules myoépithéliales qui sont normalement négatives à la cytokératine 7. Les cellules luminales, elles sont aussi hormonosensibles. Alors ceci voudra dire que les cellules luminales vont exprimer les récepteurs aux hormones, donc notamment l'œstrogène. Ici c'est un exemple du même tissu toujours sur lequel on a utilisé l'immunohistochimie ou bien on a utilisé l'anticorps anti-récepteur œstrogénique. Alors les œstrogènes et les progestérones sont comme vous le savez des hormones de nature lipidique, donc ils ne vont pas trouver un problème à traverser la membrane cytoplasmique de la cellule, et les récepteurs ils ne vont pas être situés au niveau de la membrane cytoplasmique mais plutôt au niveau de la membrane nucléaire. Ceci va avoir comme traduction un marquage, non pas au niveau de la membrane cytoplasmique, mais plutôt un marquage luminal. Donc ça, c'est le lobule en entier, donc on voit les unités ductolobulaires terminales avec ici une partie du canal. Et on voit que le canal et les unités ductolobulaires terminales, elles sont caractérisées par un marquage positif de leur noyau. Donc les parties qui sont marquées en brun, c'est en fait les noyaux. Donc c'est un témoin que c'est des noyaux qui expriment les récepteurs œstrogéniques. A noter que sur un tissu mammaire normal, on ne doit pas avoir un marquage de la totalité des cellules luminales. Passons maintenant aux cellules myoépithéliales. Donc c'est des cellules qui expriment un certain nombre de marqueurs, notamment les protéines S100, notamment aussi les cytokératines de haut poids moléculaire comme les cytokératines 5,6 et la P63. Alors ici c'est un prélèvement du même tissu sur lequel on a utilisé l'immunohistochimie avec les anticorps anti-P63 et on voit ici l'unité ou bien le lobule mammaire avec des cellules qui sont marquées. Alors c'est un marquage comme on le voit qui est nucléaire et qui marque uniquement les cellules qui se trouvent en périphérie, que ce soit des canaux ou des lobules, des unités ductolobulaires terminales. Et c'est un témoin que ça a marqué
des cellules myoépithéliales. Ça a un intérêt surtout en pathologie, lorsque parfois on a un doute sur la présence ou l'absence de cellules myoépithéliales en périphérie. Donc on peut tout simplement utiliser cet anticorps, anti-P63. S'il est positif, c'est un témoin que les cellules myoépithéliales sont présentes, et donc on reste dans le contexte bénin. Si elles sont perdues, on aura un marquage négatif, c'est-à-dire absence de cette couche qui est marquée en périphérie, donc on va dire qu'il s'agit d'une pathologie tumorale maligne. Donc on arrive de la fin des lames virtuelles. Donc on a revu généralement l'aspect histologique des unités ductolobulaires terminales sur le plan HE, ça veut dire en utilisant une coloration standard. On a vu quelques marqueurs qu'on utilise en immunohistochimie. Donc les unités ductolobulaires terminales ou les lobules mammaires, ils sont en nombre de 15 à 20 au niveau du sein, donc ils sont entourés par un tissu conjonctif interlobulaire qui, comme on l'a dit, était plus dense que les tissus conjonctifs qu'on trouve au niveau du lobule. Alors les canaux, ils vont drainer ces unités, et ces unités, c'est elles qui sont en fait responsables de la production du lait. Le stroma qu'on a trouvé au niveau des lobules, c'est-à-dire à l'intérieur, qu'on appelait l'intralobulaire, qu'on appelle aussi le tissu paléal du sein, c'est un stroma qui est hormonosensible. Et puis on a dit qu'il y a cette richesse en tissu adipeux au niveau du sein, ce qui va déterminer le volume du sein en totalité. Alors sur le plan microscopique, les canaux et les unités ductolobulaires terminales, ils présentent le même épithélium qui est bistratifié avec présence de deux couches cellulaires. Il y a à proximité de la lumière, on a les cellules luminales qui assurent la sécrétion de lait, qui expriment certains marqueurs, la cytokératine 7 comme on l'a vu sur les lames virtuelles, mais aussi la CK8-18, la GATA3. On a une absence d'expression de la cytokératine 20, et puis comme on l'a dit concernant les récepteurs hormonaux, mais ça ne doit pas marquer tous les noyaux au niveau des cellules luminales. Les cellules myoépithéliales, elles expriment la protéine S100, la cytokératine 5,6, l'AML, la P63 comme on a vu déjà sur la lame virtuelle, et puis la calponine. La calponine, c'est en fait un marqueur de muscle lisse. Ça va de soi parce que les cellules myoépithéliales, elles ont cette fonction de contractilité pour essayer de d'éjecter ou bien d'excréter le lait qui est situé au niveau des unités ductolobulaires terminales. Et puis, comme type cellulaire, on a les cellules aussi souches qui vont donner naissance aux cellules luminales et aux cellules myoépithéliales, mais qui sont difficiles à identifier par coloration standard. Donc on arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.